Bien que Toto Wolff a dit qu'il avait eu besoin de 5 minutes pour savoir qui mettre dans la Mercedes en 2025 aux côtés de George Russell, eh bien ça ne l'a pas empêché de courtiser d'autres pilotes un petit peu plus expérimentés. Carlos Sainz et même Max Verstappen ont été considérés, mais à la fin, c'est le tout jeune Andrea Kimi Antonelli, l'Italien de 18 ans, qui fera son entrée en Formule 1 directement dans l'équipe qui le couvre depuis 2019. Alors Antonelli dans la Mercedes, c'est un choix risqué, surtout quand on joue devant régulièrement avec pour objectif le titre, mais c'est aussi un choix plus logique sur le long terme. Ceci étant dit, bien qu'on vante beaucoup de qualités à l'Italien, il n'en reste pas moins très jeune et on peut légitimement se demander si on a vraiment le futur Lewis Hamilton ou pas. Et vous allez voir que la pression médiatique fait énormément de choses. Jusqu'à présent, et ce depuis l'arrivée de George Russell chez Mercedes, on est passé d'une situation de pilote numéro 1 et numéro 2 très claire entre Lewis Hamilton et Valtteri Bottas, à un statut de pilote plutôt égaux de par le manque de performance de Mercedes en entrant dans les règles de 2022 entre Lewis Hamilton et George Russell. Alors Russell, petit à petit, fait jeu égal avec Lewis Hamilton, parfois l'un est sur une meilleure série que l'autre et inversement. Plusieurs fois, l'équipe s'est retrouvée à ne plus savoir correctement gérer les pilotes en course qui se battaient ensemble au lieu de se battre contre les autres, comme ça a été le cas au Japon en 2023. Hamilton parti, c'est donc logiquement George Russell qui hérite du statut de numéro 1, peu importe qui allait venir à ses côtés. Et donc, on revient à un statut de numéro 1 et de numéro 2 chez Mercedes pour affronter 2025 et enclencher justement le virage pour 2026. La question est de savoir qui prendre pour compléter ton numéro 1, George Russell, et le soutenir pour une quête de titre mondial, vu que ça reste l'objectif. Et longtemps, on a parlé de Sainz. Longtemps, il a été un choix très intéressant, apportant expérience, intelligence et vitesse. Mais Mercedes et Sainz ne se sont pas entendus, ne sont pas tombés d'accord sur la durée du contrat, notamment parce qu'il y a eu d'autres choses. Sainz voulait un contrat un peu plus long, quand Mercedes voulait un contrat un peu plus court pour s'ouvrir l'option de prendre Kimi Antonelli le plus vite possible et pas le faire poireauter trop longtemps. Et alors, vu les déclarations et les objectifs de Sainz étalés dans la presse, lui, il veut jouer le titre, il veut se sentir soutenu par son équipe, bref, il veut avoir ce statut de numéro 1. Et on serait reparti un peu sur des situations casse-tête chez Mercedes à ce moment-là en alignant Sainz et Russell. Alors Sainz est un très très bon pilote pour Mercedes, mais le timing et la situation ne sont pas alignés. Et très certainement que l'on a vu plus de potentiel à long terme chez Antonelli, donnant aussi l'avantage de rentrer sans aucun doute dans ce schéma numéro 1, numéro 2 avec Russell en leader. Et justement, on va en reparler. Pour le cas Verstappen, c'est un peu différent parce que au mieux, c'était un statut assez égal entre Russell et lui. Au pire, ça aurait très certainement inversé les rôles. Verstappen aurait pris le rôle de leader et Russell aurait été sur la sellette en attendant Antonelli. Dans tous les cas, Antonelli finira par prendre la place de George Russell d'ici quelques saisons, donc le temps est compté pour le Britannique qui vient de passer de chasseur à chasser. Alors je termine sur le fait qu'on aurait pu mettre Antonelli peut-être chez Williams par exemple pour le faire grandir et mûrir, ce qui n'est pas du luxe à son âge, sauf que Williams, c'est pas le junior team de Mercedes, contrairement à ce qu'on pense. Ce n'est aujourd'hui pas leur vision de prendre un intérimaire, si vous préférez, de le former pour ensuite le donner à une autre équipe. Surtout quand tu essaies de remonter, quoi. La signature de Sainz prouve leur volonté de remonter justement la pente plutôt que d'écoper l'eau d'un bateau qu'on tente de garder à la surface. Et inversement, Sainz qui signe chez Williams oblige quelque part un peu Mercedes à signer Antonelli, vu le marché, car il reste plus de place pour le placer, à part chez eux, parce qu'il n'y a pas vraiment meilleur profil aussi pour remplir la fiche de poste dont je vous ai parlé que le pilote italien. Il fait le très bon numéro 2 pour George Russell. Alors le Kimi, il est dans le junior team de Mercedes depuis 2019, quand il était encore en karting à l'époque. C'est un pur produit Mercedes. D'ailleurs, petite histoire, à l'époque, il était aussi sur le radar de Ferrari. Mais Maurizio Arrivabene a jugé trop jeune l'Italien pour le faire rentrer à la Ferrari Driver Academy. Et c'est comme ça qu'une pépite italienne passe sous le nez de Ferrari. Ça c'est con! Alors Antonelli a été très très bon en F4, il a disputé la F4 italienne et la F4 allemande en 2021, dont il a gagné les 2 championnats la même année.
Ça fait pas mal de roulage, en plus de plusieurs courses dans les championnats du Moyen-Orient que l'on court en hiver, comme ça finit de bien préparer le pilote. On a fait le choix de l'Afreca pour l'italien, car c'est une des catégories les plus relevées, voire la plus difficile pour les jeunes pilotes, et même plus difficile que la FIA F3. La voiture est l'une des monoplaces dont il est le plus difficile à extraire toute la performance. Il n'y a pas de DRS, donc les dépassements sont plus difficiles à faire, et donc la qualification est beaucoup plus importante pour le week-end. Ils ont un push-to-pass qui permet quand même de faire un petit peu plus que rester les uns derrière les autres, et surtout ça leur permet de construire une intelligence de course au-delà d'un seul tour, puisque le push-to-pass il n'est pas illimité, donc faut en faire bon usage, un petit peu comme en Formule 1. Alors les ingénieurs ont tendance à dire que si un pilote arrive à maîtriser parfaitement l'Afreca, il peut maîtriser à peu près n'importe quelle voiture de course. Et quelque part, l'Afreca prépare très bien aussi à la Formule 2 et à la Formule 1, même si les steps restent énormes, vraiment conséquents. Antonelli a donc gagné l'Afreca du premier coup, aussi avec Prema, ce qui confirme un certain talent. Et aujourd'hui, on le voit évoluer en Formule 2, toujours avec Prema, et ça se passe pas aussi bien que ce à quoi on s'attendait. On en avait parlé dans une autre vidéo sur le rôle de la Formule 2, mais cette année, la voiture est toute nouvelle, bien qu'elle produise à peu près les mêmes performances que l'ancienne. La manière d'en extraire toute la performance a changé. ART est aussi en galère, pourtant ils sont champions du monde en titre. Donc ça explique en partie pourquoi Antonelli ne joue pas autant devant que ce à quoi on s'attendait. Ça va mieux depuis quelques courses, mais c'est quand même loin d'être évident. Et ça met forcément un petit doute sur le véritable potentiel d'Antonelli par rapport à un Piastri qui lui a vraiment tout gagné, y compris l'Afreca, anciennement c'était la Formule Renault. Alors Antonelli n'arrive pas non plus sans préparation, il a beaucoup roulé avec plusieurs anciennes Mercedes, celle de 2021 pour comprendre ce qu'est une excellente voiture, celle de 2022 pour comprendre ce qu'est une voiture plutôt médiocre, et il a accumulé les kilomètres et les kilomètres depuis le début de cette année, on parle même de plusieurs milliers de kilomètres au volant d'une Formule 1, donc c'est pas rien. James Allison en dit du grand bien, tout le monde reconnaît une adaptabilité qui est assez hors norme, de comprendre très vite comment on roule dans une Formule 1 en 1 ou 2 tours. Il a de bons retours techniques, ou du moins ils sont relativement logiques, solides. Il est rapide, il est régulier et il n'a pas fait d'erreur. Jusqu'à Monza. Je sais pas ce qu'ils ont voulu faire chez Mercedes, mais ça ressemble plus à une cabriole de communication qui a mal tourné plutôt qu'une FP1 entre guillemets normale pour un rookie. 3 tours lancés en soft avec certainement pas trop d'essence dans la voiture sur une piste qui est encore bien verte, bien glissante avec un nouveau tarmac. Ça rentre un peu trop fort dans la parabolique et bam, ça éclate complètement la caisse. Quel est l'intérêt de vouloir mettre autant les watts, si tôt dans la séance d'ailleurs? Je sais pas, faire passer un message à tout le monde comme quoi il y a un nouveau shérif en ville. Personne ne regarde les chronos en FP1, encore moins ceux des rookies parce que justement on les place sur des programmes un peu différents, etc. Le Purple Sector 2 avant de se planter au bout de 10 minutes de FP1, c'est un argument qui me fait péter de rire. Tout le monde fait Purple Sector 2 au bout de 10 minutes, même une Sauber, donc ça veut strictement rien dire. Le tour et demi, oui, il est vite, mais ça fait 10 minutes de FP1, on n'est pas en qualif, quoi. Le seul objectif, c'est de ne pas casser la voiture. C'est la seule chose qu'il faut absolument faire. Bon alors du coup, évidemment, raz-de-marée médiatique, beaucoup le critiquent. Un peu à juste titre, puisque malheureusement, on a vu plutôt un pilote qui a voulu en faire un petit peu trop, alors qu'on n'était que en FP1. Et beaucoup le protègent parce que, oui, les erreurs, ça arrive, et c'est tout à fait vrai aussi. On va pas le juger seulement sur cette FP1, bien au contraire. Mais pour une première impression et une officialisation d'être pilote de Formule 1, on pouvait un peu s'attendre à mieux, quoi. Alors là, je n'ai pas non plus un refuge pour lui pardonner toutes les erreurs, même les plus grossières, entre guillemets. Je dis pas que celle-là est grossière, mais elle est somme toute assez basique. S'il n'a que 18 ans et qu'il fait des erreurs basiques, peut-être que c'est le moment de faire peut-être une saison de F2 de plus, ou de faire un peu plus d'essais en Formule 1. Max Verstappen, à son arrivée, on lui en a mis plein la tête pendant des années, parce que au lieu de faire ses armes et de prendre de la maturité en catégorie junior, il a fait ça en Formule 1. Et moi, c'est pas ce que j'ai envie de voir pour le coup. Je veux voir des pilotes qui sont prêts. C'est que en 2020 qu'il s'est vraiment calmé et a commencé à piloter en réfléchissant un peu plus loin que le prochain virage, le Max Verstappen. Bref, oui, Antonelli est très jeune, mais alors du coup, il fallait le protéger médiatiquement parlant depuis le début. Depuis le début. Fallait laisser ses résultats parler pour lui, surtout pas l'encenser dans la presse, éviter de créer une attente qui soit démesurée par rapport à la réalité. Ça veut pas du tout dire qu'on pense pas qu'il soit rapide, au contraire, on pense qu'il est méga rapide. C'est pour ça qu'on est déçu. Jerry Seinfeld disait justement que dans un comedy club, il faut jamais dire « Et maintenant, voici l'humoriste le plus drôle du monde qui va vous faire pisser dessus. » Vous avez des crampes? Là, tout de suite, vous vous dites « Frérot, toi, tu m'auras pas comme ça, quoi. » Quand est-ce que tu nous fais rire?
En fait, vous créez une attente qui est tout à fait démesurée, qui est impossible à combler. En fait, il faut laisser la bonne surprise au public tout simplement. Et ça a été l'erreur de Mercedes. Du coup, énorme pression médiatique, tout le monde va le scruter. Biermann, lui, sera tranquille avec Jack Doohan. Ensuite, pression du travail, parce que faut construire une saison de 24 Grands Prix de Formule 1, c'est pas rien. Il y a un rythme dans lequel il faut se mettre, il y a du travail à l'usine pour développer la voiture en cours, et surtout celle de 2026, il y a un énorme enjeu. Les obligations marketing, bref, c'est pas de la Formule 2. Et il va s'en prendre vraiment plein la tête. Alors j'ai très peu de doutes sur sa vitesse pure. Maintenant, pilote de Formule 1, c'est beaucoup plus que être rapide sur un tour et demi. Ça demande tellement de construire un week-end, de se relever, de gérer les pneus, de réfléchir, bref. Tout ça, on l'a pas encore beaucoup vu. Et c'est là où la courbe de progression va être vraiment à la verticale. Avec la réglementation 2026 de Formule 1, tout se joue cette année en termes de contrat. Donc, le marché s'est verrouillé au fur et à mesure de l'année après le transfert de Lewis Hamilton chez Ferrari. Donc, si jamais Antonelli ne signait pas pour être en Formule 1 en 2025, il y a fort à parier qu'il n'y serait pas non plus en 2026, parce qu'on a envie de construire 2026 en 2025. Alors, il peut doubler une saison de F2, surtout que il se bat pas pour le titre cette année, mais c'est aussi un petit peu à double tranchant. Faire une deuxième saison pour gagner, ok, mais si jamais ça plante, là on va commencer à beaucoup douter de ce qu'on nous a vendu depuis le début. Alors en plus de cela, il n'y a aucune autre place sur la grille. 2025 représente aussi une année de transition où l'on peut se permettre de tenter des paris un peu risqués, et Antonelli faisait partie de ce genre de réflexion pour Mercedes. Bah oui, parce que autant le former directement dans l'équipe mère en vue de 2026 et du futur, on veut former un pilote de Formule 1, donc autant qu'il roule dans une Formule 1 pour vraiment apprendre plutôt que de doubler ou tripler des saisons en Formule 2 qui n'apprennent pas la Formule 1 justement. Je suis complètement pour, et ce depuis le début, vraiment. C'était le bon choix à faire, mettre Antonelli en Formule 1 chez Mercedes en 2025. Et puis je vous rappelle qu'on a déjà vu un rookie arriver dans une telle équipe, je parle de Lewis Hamilton, mais à la différence de l'Italien, Hamilton a fait 2 saisons de F3, 2 saisons de GP2, et il a montré un bon nombre de fois ses talents en piste. Ils sont même restés un petit peu dans les mémoires, je parle de sa remontée en Turquie en 2006 par exemple, entre autres. En revanche, j'ai bien moins d'exemples en tête pour Antonelli. Je ne dis pas que il n'a pas de talent, mais il est pour le moment moins visible que d'autres pilotes qui sont passés en catégorie junior, et je pense à Piastri ou Charles Leclerc, entre autres. D'ailleurs, il faut aussi prendre en compte ce que l'on appellerait la jurisprudence Piastri, entre guillemets. Alors je suppose que les contrats chez Mercedes sont un petit peu plus blindés que les contrats d'Alpine, ou du moins le management sait un peu mieux gérer ça, mais c'est aussi pas le moment de faire patienter Antonelli pour rien et le voir glisser entre ses mains. Parce qu'on en a fait tellement tout un foin depuis le début de l'année dans la communication de Mercedes, que forcément il attire l'attention notamment des autres écuries. Et si jamais on a de meilleurs contrats et une entrée en F1 pour l'Italien ailleurs que chez Mercedes, peut-être qu'il va pas se priver, parce que encore une fois, entrer en F1, c'est tellement difficile. Quelque part, Mercedes s'est aussi pris à son propre jeu en disant « Antonelli, c'est un super pilote ». Bah ouais, si c'est un super pilote, signez-le alors. Sinon, moi, Ferrari, je vais lui faire une offre qu'il pourra pas refuser. Andrea Kimi Antonelli représente aujourd'hui l'avenir de Mercedes. Russell et Antonelli incarnent un peu la règle des deux chez les Sith dans Star Wars. Un qui détient le pouvoir, Russell, en tant que numéro 1, un qui convoite le pouvoir, Antonelli, qui finira par prendre la place du Britannique. Alors Kimi Antonelli est pour l'instant un diamant brut dont on ignore encore pas mal de caractéristiques. On va les découvrir en 2025 et j'ai vraiment hâte pour le coup. Le meilleur benchmark qu'on va avoir, c'est pas Russell, ça va être Piastri, parce que finalement ils sont assez proches dans leur parcours. Et on a vu toutes les qualités de l'Australien, et McLaren et Mercedes, ça joue quand même aux avant-postes. On verra la vitesse, l'intelligence de course, la résilience, le calme, la gestion des pneus, l'attaque, la défense et la gestion des coups durs pour le pilote italien. On pourra lui pardonner plein de choses qui viennent avec l'expérience, les pneus, le recul stratégique, les mauvaises décisions, évidemment, mais des erreurs basiques de pilotage à la Sergio Pérez, ça on risque de pas lui pardonner. Alors l'avenir nous le dira, et quoi qu'il arrive, mon opinion et vos opinions sur Kimi Antonelli vont évoluer, que ce soit dans le bon ou dans le mauvais sens. On sait pas de quoi il fait demain. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il a du boulot, et je peux que lui souhaiter bon courage, parce qu'à 18 ans, je faisais mais clairement pas le centième ou le millième de ce qu'il fait, et il lui faut un entourage qui soit absolument parfait pour l'accompagner encore plus que les autres pilotes de Formule 1.